Bonjour à tous. Merci de vous être déplacés. J'espère que vous m'entendez tous bien parce qu'il y a de l'écho dans cette salle. Donc voilà. Je viens aujourd'hui vous parler de la façon dont l'État s'en prend aux familles. On croit que c'est un sujet nouveau, ce n'est pas le cas du tout. Les enlèvements d'enfants contemporains sont un sujet de plus en plus connu sur la place publique. Il y a de plus en plus de gens qui sont conscients que l'État arrache les enfants aux familles. Et sous les prétextes de plus en plus fallacieux, de plus en plus oiseux. Enfin, moi, j'ai reçu un témoignage ahurissant d'une dame qui m'a raconté qu'elle venait d'accoucher, elle s'apprêtait à quitter l'hôpital, alors elle devait rester une nuit en observation. On l'a obligée à passer la nuit à côté d'une femme qui a passé tout son temps à regarder des imbécilités à la télévision, à fond les manettes. Elle était dans le cirage, elle n'osait pas se lever pour couper la télé, elle a été obligée de regarder la télé jusqu'à minuit, 1h du matin. L'autre, elle a recommencé à 7h, donc bonjour le repos. Et le matin, donc elle a pris son bébé, elle a voulu sortir, et elle avait un rendez-vous avec son ostéopathe l'après-midi. Eh bien, on l'a alpaguée en lui disant que si elle voulait sortir, c'était sans son bébé. Alors, elle dit pardon ? Bon, bah écoutez, si vous voulez partir avec, vous allez signer une décharge, mais on vous prévient qu'on fait comment appelle-t-on ça ? Un signalement au procureur pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est-à-dire que quand une mère sort de la clinique avec son enfant sous le bras, elle met son enfant en danger. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est pas tout à fait nouveau, mais maintenant ça se généralise. Donc, elle a reçu sur son portable un appel de la Sécu qui lui a dit « Il paraît que vous voulez sortir de l'hôpital, on peut savoir pourquoi ?» À quoi elle a répondu « Est-ce que j'aurais une raison de vouloir rester ?» Elle en avait 3 autres qui l'attendaient à la maison quand même, donc il fallait qu'elle se justifie de vouloir rentrer chez elle. Donc son mari, in extremis, a réussi à leur appeler en renfort. Le mari, je le connais aussi, il n'a pas les 2 pieds dans le même sabot. Elle a réussi à sortir avec son bébé, mais ils ont commencé à vivre dans l'angoisse de voir débarquer les gendarmes, parce qu'à partir du moment où un signalement est fait, voilà. Donc, vous avez entendu parler probablement le cas de cette mère qui a accouché à la maison. On lui a retiré son enfant pour être né à la maison, parce que être né à la maison, c'est signe qu'il y a maltraitance. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous menacez votre enfant de lui donner une gifle, et c'est répété à quelqu'un qui va le répéter à quelqu'un, et on va venir chercher le gosse parce qu'il y a risque de maltraitance, donc ambiance délétère à la maison. Enfin, signalement anonyme. Quelqu'un dit que votre foyer est un danger pour les enfants, on vous demandera pas de justifier, on commence par enlever l'enfant à titre conservatoire, et ensuite débrouillez-vous pour le retrouver. J'ai également reçu le témoignage d'un gilet jaune, on est venu chercher ses enfants. Et, caractéristique de cette famille, le père était engagé chez les gilets jaunes. Ça va le calmer, hein, si on lui dit... non. Donc en fait, on appelle ça maintenant des parents désenfantés, c'est-à-dire des parents à qui on a retiré leurs enfants, tentent de se regrouper et de comprendre. C'est l'horreur. Parce que résister aux services sociaux vous met en danger. Si vous pliez pas, si vous ne faites pas profil bas, vous attirez l'attention, et là, vous êtes en grand danger qu'on vienne chercher vos enfants. Alors, si vous faites des enfants, essayez de ne pas être trop pauvres, essayez de ne pas être trop catholique, ça c'est déjà pratiquement de la maltraitance, pas trop indépendant d'esprit. Il faut savoir que le réflexe des services sociaux pour le bien de l'enfant, c'est toujours pour le bien de l'enfant, consiste d'abord à retirer l'enfant, puis après à voir ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'en urgence, à titre conservatoire, on débarque chez les familles, on attrape le gosse et on part avec. J'ai assisté il y a quelques semaines, quelques mois, à une réunion de Maman Louve, on pleurait. On écoute ces témoignages, on pleure. C'est insoutenable. C'est insoutenable. Alors vous avez celles qui vous racontent comment elles ont réussi à le récupérer et celles qui vous expliquent qu'elles n'ont jamais réussi à récupérer leurs enfants. Donc vous avez des parents qui se voient espionnés par des débutants sortis de nulle part, qui sont payés par les services sociaux pour venir assister quand vous avez le droit de venir voir vos enfants. Vous allez rencontrer vos enfants en milieu absolument fermé et sous la surveillance de débutants de n'importe... Enfin je veux dire, c'est n'importe quoi, absolument pas des professionnels, des gens qui sont payés à ça, à venir vous surveiller. Alors pour payer ces gens-là, il y a toujours de l'argent. Pour venir en aide aux familles qui ont des difficultés pour élever leurs enfants, il y en a déjà beaucoup moins. Et quelquefois, la maltraitance, c'est simplement le manque de moyens des familles. À l'heure actuelle, si vous êtes trop pauvre, votre compte est bon. Votre enfant, il sera mieux ailleurs. Comme si l'argent qu'on va donner, que les services sociaux vont donner à des familles d'accueil, ne pourrait pas plus utilement être donné aux familles en difficulté. C'est jamais comme ça que ça se passe.
Donc, je ne reviendrai pas ici sur ces détails, hein, c'est très très documenté. Les mamans louves, elles se font connaître maintenant. Alors, il y a de tout, hein, c'est un collectif. Dans un collectif, vous avez des gens sérieux, des gens qui le sont moins, mais vraiment, ce sont des gens qui commencent à s'organiser, qui commencent à montrer les dents. Alors, montrer les dents quand on est en situation d'une telle détresse, c'est ni toujours très facile, ni toujours très judicieux, mais ça commence à se passer comme ça, et l'information circule. J'ai commencé à m'intéresser à ces sujets il y a une trentaine d'années. Quand je racontais ça, on me disait « mais t'es folle, c'est pas vrai ». Bon, de plus en plus, on voit bien que c'est vrai, les gens le savent de plus en plus. Les services sociaux retirent les enfants aux parents sur des prétextes de plus en plus fallacieux. C'est une réalité. Voilà. Alors, il faut savoir que il y a un soupçon d'exploitation sexuelle sur ces enfants qui est récurrent, mais il ne faut pas s'y arrêter forcément. J'entends par là, c'est pas que c'est pas vrai, mais ça n'est pas exclusivement pour ça. Voilà. Il faut savoir que on peut enlever les enfants pour d'autres raisons que pour les mettre dans des réseaux pédocriminels. Une des raisons, c'est de faire filer doux les parents. À partir du moment où les parents sont en situation de précarité par rapport à l'éducation de leurs enfants ou simplement à la présence de leurs enfants chez eux, ils sont en situation de filer doux, de ne pas manifester, de ne pas faire grève, de ne rien dire, de faire piquer si, vous voyez, voilà, c'est du contrôle social. Et il faut savoir également que, indépendamment, donc je veux dire, de ces problèmes de pédocriminalité, ces histoires d'enfants, ça entretient une économie parallèle. C'est-à-dire que l'argent pour les placements d'enfants, il coule à flot. Et ça développe toute une économie parallèle. Vous avez des gens qui ne vivent que de ça, que des services sociaux. Quand vous commencez à mettre le nez là-dedans, c'est accrochez-vous. Moi, je suis passé par là, je suis passé par cette épreuve. J'ai découvert ça il y a une trentaine d'années maintenant. Je vous assure que c'est extrêmement déstabilisant, bouleversant. Puis j'ai pas été déstabilisé longtemps. Je suis retombé sur mes pieds, comme vous pouvez voir. Mais ça a été un combat, ça a été une grande douleur. Donc, c'est pas parce que les réseaux pédocriminels sont l'unique objectif de tous ces trucs-là qu'il faut pas également en tenir compte. Hein. L'existence des réseaux pédocriminels, à l'heure actuelle, est impossible à nier. Il est évident maintenant, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais de plus en plus de gens ont compris qu'il y a des puissants qui se font livrer des enfants pour leur turpitude et leur vice absolument abominable. À ces enfants, il faut les trouver. Et il n'y a pas mieux à trouver que les enfants qui n'ont pas d'autorité paternelle pour les protéger. Quel est l'ennemi numéro 1 du pédophile? C'est le père. C'est l'autorité paternelle. Le père, alors c'est éventuellement la mère, mais l'autorité du père, la puissance paternelle, c'est la protection numéro 1 des enfants. Oui, mais il y a des pères abusifs. Oui, mais pas que. Il y a des pères abusifs, c'est absolument certain, mais les pères non abusifs sont la meilleure protection pour les enfants. Et d'où les attaques permanentes contre le patriarcat. Le patriarcat, c'est la protection des enfants. C'est absolument certain. Donc, l'ennemi numéro 1 des pédophiles, c'est l'autorité parentale, et c'est cette autorité parentale qui est battue en brèche avec une abomination qui porte un très joli nom qui s'appelle les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, c'est une horreur. C'est une horreur. Parce qu'au nom des droits de l'enfant sont faites toutes les... Pourquoi est-ce qu'on retire le petit du sein de sa mère? C'est parce qu'il a le droit d'avoir une mère qui va avoir plus de moyens, il va avoir le droit à plus de confort, il va avoir le droit de ci, le droit de cela. Parmi les droits de l'enfant, je vous signale qu'il y a ce qu'on appelle les droits sexuels, puisque les droits sexuels qui sont le droit de jouir sont des droits arrogés par les Nations Unies et toutes ces imbécilités-là à tous les êtres humains sans distinction de sexe ou d'âge. C'est-à-dire que les droits sexuels sont accordés aux enfants. Et que si vous voulez interdire à vos enfants soit de toucher à touche pipi, soit de s'habiller comme une pute pour l'adolescent, vous apportez atteinte à leurs droits sexuels et on peut vous les retirer. C'est-à-dire que là, l'autorité paternelle est battue en brèche par toutes ces horreurs. Et les droits de l'enfant, c'est l'horreur. Au nom des droits de l'enfant, on vient d'interdire en France la fessée, et je ne vois pas d'autre moyen d'interdire la fessée que de mettre un flic dans chaque foyer. Et si la fessée est interdite et que vous menacez votre gosse d'une fessée, parce qu'il vous fait un caprice ou quoi ou qu'est-ce, on peut donc maintenant vous le retirer au nom des droits de l'enfant. Donc la multiplication de toutes ces affaires, parce que
on en parle quand même de plus en plus, laisse à penser que la chose est nouvelle. Or, c'est pas vrai, la chose n'est pas nouvelle du tout, c'est sa connaissance du grand public qui est nouvelle. Et dans les faits, on peut trouver très très loin en histoire des cas de trafic d'enfants pauvres depuis très très longtemps. Et bien moi je me suis lancée là-dedans, et c'est pour ça que j'ai repris des études d'histoire. C'est quand j'ai découvert toutes ces horreurs et que j'ai constaté mon impuissance à y faire quelque chose, que je me suis dit, au moins par la connaissance, je vais essayer de comprendre, par la connaissance je vais essayer de remonter à la source de ces choses-là, et une fois que j'aurai la connaissance, je ferai de mon mieux pour la partager. Alors je vous laisse à penser que ça n'a pas été facile à partager, mais on y arrive quand même, la preuve puisque vous êtes là. Et alors j'ai réussi à remonter jusqu'à peu près à l'époque des Templiers, mais je ne vais pas aller si loin, je vais vous raconter ce qui se passait sous le siècle de Louis XIV, c'est-à-dire le XVIIe siècle, les années 1600. En 1672, le roi Louis XIV, sous les conseils avisés de son ministre Colbert, a interdit les procès en sorcellerie qui dévastaient les villes et les campagnes. Le roi a dit, dans mon royaume, je vous interdis, il est désormais interdit, de pourchasser et de brûler les sorciers et sorcières. Pourquoi ? Eh bien, quand le roi prend une décision comme ça, il conclut par « parce que tel est mon bon plaisir ». C'est la formule, c'est-à-dire que le roi est absolu. Une fois qu'il a pris une décision, il a pris tous les conseils qu'il fallait pour la prendre, une fois qu'il l'a prise, il n'a plus à s'en justifier. Voilà. Donc, à partir de maintenant, 1672, on ne brûlera plus de sorciers au royaume de France. Or, 4 ans plus tard, en 1676, éclate l'affaire des poisons. Qu'est-ce que c'est que l'affaire des poisons ? La police découvre et arrête quantité d'empoisonneurs qui donnent le nom de leurs clients et de leurs clientes. Alors, la haute société du temps de Louis XIV se fournissait en poudre d'héritage. Poudre d'héritage, c'est du poison, c'est des fioles ou c'est des poudres, des fioles de liquide ou des poudres, qui permettent de se débarrasser d'un mari encombrant, d'une vieille mère qui ne veut pas mourir ou d'une vieille tante à héritage qui est là depuis suffisamment longtemps. Et la haute société se fournit en poudre d'héritage. Le roi a été tellement épouvanté de ce qu'il avait découvert, parce que c'était vraiment de la bonne société, qu'il a décidé il a instauré un tribunal spécial qu'il a appelé la Chambre ardente, alors ardente parce qu'il y avait des grands rideaux rouges, qu'il a installé à l'Arsenal, à Paris, sur les bords de la Seine. Et il a nommé son lieutenant général de police, Nicolas de la Reynie, pour présider aux séances et le tenir au courant très précisément de ce qui se passait, de ce qui se disait dans ce tribunal. Des arrestations en cascade ont eu lieu, mais c'était incroyable. On a arrêté des altesses et des duchesses, mais c'était ou des comtes et des ducs, hein, et qui faisaient des aveux absolument épouvantables. Et brusquement, le roi a fait suspendre la Chambre ardente. Il a dit on arrête. Parce que la Chambre ardente, alors c'était pas que le public pouvait y assister, mais enfin bon, c'était des audiences publiques. On avait affaire à de l'authentique sorcellerie dont justement le roi venait d'interdire la poursuite. Alors il interdit les procès en sorcellerie, l'affaire des poisons éclate et il dit maintenant on fait quoi ? Parce que on s'est rendu compte que tous ces empoisonneurs étaient également des sorciers qui faisaient dire des messes noires au cours desquelles on égorgeait des nourrissons. Et la maîtresse du roi, la flamboyante Françoise Athénaïs de Montespan, dont l'étoile commençait à pâlir parce qu'elle était hautaine et impérieuse. Alors c'était une femme d'une beauté resplendissante, le roi en était fou, mais elle était, on ne peut pas dire capricieuse, mais hautaine, impérieuse, et le roi en avait marre de ses rebuffades. Donc son étoile a commencé à pâlir, et quand elle a craint de perdre son statut de favorite, elle est allée voir les sorciers empoisonneurs, et on lui a tué un bébé sur son ventre au cours d'une messe noire. Et ça, la Reynie l'a entendu au procès de la Chambre ardente. Et la Reynie, alors je vous le dis, c'est pas une gloire, hein, puisque c'est quand même mon activité, c'est mon métier. J'ai vu les notes de Nicolas de la Reynie, qui sont à la bibliothèque de l'Arsenal. J'ai découvert ces notes où il racontait ce qu'il avait entendu et comment il avait compris que la maîtresse du roi était une sorcière, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Faire de la sorcellerie, c'est une sorcière. Même si c'était pas elle participait en tant que cliente. C'est pas elle qui avait fait le cérémonial, mais enfin, bon, elle avait quand même participé, donc on pouvait dire qu'elle faisait de la sorcellerie. Et il est bien évident que le roi n'allait pas se permettre de faire savoir à l'Europe entière que la femme qu'il avait couverte d'or et montrée partout comme une merveille était une sorcière. Elle était la mère de ses 7 enfants. Donc le roi était obligé de mettre son mouchoir dessus et de tout couper. Il a dit on arrête. Donc, Nicolas de la Reynie
lui, il était au cœur de tout ça, il avait accès à un certain nombre d'informations, indépendamment de ce qui se passait à la Chambre ardente, parce qu'il était le lieutenant général de police, donc des plaintes, il avait accès à toutes les plaintes qui étaient déposées à Paris à son époque, et il a recoupé tous les témoignages de la Chambre ardente qui lui ont remémoré une rumeur qu'il avait fait taire 4 ans plus tôt. Alors je vous explique, en 1675, le 3 septembre, et j'ai lu ce message qu'il avait envoyé, il avait écrit et fait distribuer dans Paris, alors, je cite, « alors que rien n'est arrivé qui puisse donner lieu à de si extravagantes opinions, et même sans aucune apparence qui ait pu lui servir de fondement », et là, il dénonçait qu'on racontait ce qui était des mensonges, que des enfants étaient enlevés à Paris, ce qui était prétexte à des violences inacceptables. C'est-à-dire que 4 ans avant, le lieutenant général de police avait fait taire des rumeurs qui disaient on enlève des enfants et disait on n'est pas là pour raconter n'importe quoi, arrêtez d'affoler la population. D'accord ? Et il avait pris des mesures. Alors, on ne disait pas alors complotiste ou fake news, mais ça revenait Ça revenait à ça. C'est-à-dire que vous dénoncez un truc grave, ben c'est des faux bruits. On disait des faux bruits. Et contre les faux bruits, on sévissait très sévèrement. Parce qu'un faux bruit, c'est fait pour affoler la population, et là, l'autorité publique n'est pas là pour affoler la population. Enfin, dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Donc, il avait demandé des châtiments exemplaires contre les auteurs de telles rumeurs. Et il était dans son rôle, le lieutenant général de police, il était là pour ça. Et il avait ajouté, à la fin de ça, alors je ne sais pas si c'était un décret, je ne me souviens pas du genre de décision que peut prendre un lieutenant général de police, mais enfin, à la fin de sa semonce, il y avait dit, s'il y avait le moindre doute concernant l'enlèvement d'un enfant, pourquoi ne pas déposer plainte à la justice ? Au lieu de faire courir des faux bruits comme ça dans la rue et dans les églises, il n'y a qu'à aller voir les juges et puis déposer une plainte. Or, il se trouve qu'un dimanche, pendant le prône, une femme avait apporté au vicaire de Saint-Paul, l'église Saint-Paul, 2 billets que celui-ci avait accepté de lire devant tout le monde et qui causèrent la consternation. Et c'est ce billet qui avait déclenché la colère de Nicolas de la Reynie. Ces billets voulaient alerter les paroissiens sur la disparition d'un petit garçon et d'une petite fille. Le rôle du prêtre n'était pas de donner l'alarme sur des non-dits. Donc, il rappela à ses ouailles qu'une femme avait été récemment condamnée à mort pour avoir commis des violences sous prétexte de prétendu enlèvement. Donc, la femme, elle va voir le prêtre, elle dit, est-ce que vous pouvez lire ça au prône ? Il lit au prône, puis il dit, attendez, on n'est pas là, enfin, c'est quoi cette histoire ? Bon. Donc, après l'office, le prêtre est allé rendre compte au commissaire du quartier. Jusqu'à présent, tout le monde est dans son rôle. Hein. Et celui-ci a fait le tour des paroisses pour savoir s'il existait d'autres billets de ce type. Et il a trouvé également qu'à l'église Saint-Laurent, une femme était venue se plaindre au curé de la disparition d'un enfant. Donc, il avait fait la réponse adéquate, aller déposer plainte au magistrat. Et puis après, l'enquête a continué, et à l'église Saint-Méry, et à Saint-Nicolas-des-Champs, et à Saint-Nicolas-des-Chardonnet, etc., etc., etc. C'est-à-dire que la rumeur, c'était pas une église, c'était une autre, et une autre, et une autre. Et Nicolas de la Reynie regarde dans ses papiers, il découvre tout ça, et il découvre avec horreur les dessous de ce qu'on va appeler l'affaire des poisons, c'est-à-dire que vous avez bel et bien des gens qui tuent des enfants, et pour tuer des enfants, il faut en trouver. Et il avait la responsabilité de la police de cette ville-là. Donc, la rumeur qu'il avait dénoncée était vraie, la maîtresse du roi en était, on enlevait et on tuait des enfants dans des sacrifices sanglants et orgiaques. Alors, pour pas que le scandale n'éclabousse le trône, on a refermé le couvercle, le roi a fait punir un certain nombre de gens, mais sans publicité, il a sévi, mais sans rien révéler. Alors que ce qu'avait voulu le roi au début, il dit « il n'y aura aucun passe-droit, toute la vérité doit être dite ». Puis après, il a reculé. Alors, je vais vous donner une anecdote absolument intéressante pour les gens qui se passionnent pour l'histoire. C'est que à la mort de Colbert et à la mort de son chancelier, le roi s'est fait livrer dans sa chambre la grosse cassette dans laquelle se trouvaient tous les documents de la Chambre ardente. Tous les témoignages, toutes les dépositions, tout ça, tout avait été conservé dans une grosse cassette de cuir. Et il a brûlé tous les documents un à un. Et il en mettait le deuxième quand le précédent était déjà complètement consumé. Et il a voulu enterrer définitivement toutes ces horreurs pour que le monde ne sache jamais. Sa responsabilité de roi faisait qu'il voulait absolument protéger la réputation de son royaume et de son règne. Enfin, c'était tout à fait légitime. Alors, ce qu'il ne savait pas, non, c'est au moment où la Reynie est mort qu'il a fait ça, je crois. Enfin bon, un de ses ministres.
Et ce qui s'est passé, c'est que l'Araignée, il avait des brouillons de tout. Et plusieurs générations après, tous les brouillons de l'Araignée, tous ces papiers personnels qui n'étaient donc pas dans les papiers de la justice, mais qui étaient chez lui, ils ont été mis à la disposition du public, et c'est cela que j'ai lu. Donc en fait, on sait tout. On sait tout. C'est beau, hein, comme histoire. Comme quoi, les historiens ont quelquefois il y a des manières d'arriver à la vérité qui ne sont pas ce qu'on pouvait espérer. Vous savez, à la Commune de Paris en 1871, vous avez des archives qui ont brûlé, et les archives de la Salpêtrière ont été mises à dos d'homme dans la voûte de la chapelle au-dessus de la Salpêtrière sans que personne ne le sache. Donc ça a brûlé partout sauf là. Et on les a retrouvés. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé les enfants disparus de l'hôpital général. Donc vous voyez, les gens qui veulent vous masquer la vérité ne pensent pas à tout. Donc, fin de l'affaire des poisons. Donc vous avez compris, il est avéré qu'il y a des gens qui enlèvent des enfants. Bon. 1720, le petit roi a 10 ans. Le petit roi, c'est le petit Louis XV. Le neveu de Louis XIV est régent. Non, le roi est mort en 1715. Le nouveau petit roi a 10 ans en 1720, et 1720, c'est le temps du système de l'eau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du système de l'eau, qui permettait de faire des fortunes immenses sur du papier miracle. On achetait un titre mobilier le matin à 20, et on le revendait le soir à 50, on le rachetait le lendemain à 80, on le vendait jusqu'à la banqueroute. Hein, vous êtes d'accord? C'était inévitable, c'est comme ça que ça s'est terminé. Toujours est-il qu'à ce moment-là, avant la banqueroute, Paris faisait connaissance avec la spéculation mobilière, avec l'argent qu'on fait en dormant. Mais les gens savaient que pour faire de l'argent, il fallait travailler dur. Là, on faisait de l'argent en ne travaillant pas et en spéculant. Donc l'argent facile avait attiré à Paris une quantité d'aventuriers et de bons à rien. Et le régent a décidé de se débarrasser d'eux par la manière forte. Il y a de l'argent facile à se faire à Paris, hop, tous les bons à rien du royaume convergent. Écoutez, j'ai même appris qu'il y avait des gens qui spéculaient sur les billets de coche pour aller de province à Paris. Et des gens, ils achetaient tous les billets de coche et ils les revendaient 3 fois le prix. Et il y avait des gens pour les acheter pour aller se faire de l'argent à Paris. Vous imaginez la folie qui s'était emparée du royaume. Donc, le 10 mars 1720, le régent prescrit d'arrêter tous les vagabonds et gens sans aveu trouvés à Paris et d'envoyer aux colonies ceux qui sont valides. Boum, les colonies, c'est le Mississippi. Donc, tous les gens, ce qu'on appelait des gens sans aveu, c'est des gens qui étaient là, qui pouvaient pas, de qui personne ne pouvait répondre. Qui est-ce que vous connaissez ici? Personne? Allez, hop. Zou, dehors. Donc, on avait créé pour ça des bandes d'archers qui marchaient dans les rues avec un sergent à leur tête. On les appelait les bandouliers du Mississippi. C'était un grand truc comme ça qui faisait reconnaître les bandouliers du Mississippi. Et ils arrachaient, boum, boum, les gens sans aveu, les vagabonds. Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous travaillez? Votre compte est bon, mon gaillard. Ils étaient payés à la pièce. Et quand ils ont eu rempli leur carrosse des gens sans aveu, ils ont commencé à s'emparer de jeunes gens ordinaires, sans histoire. Des garçons, des filles, pour les envoyer au Mississippi. Et de plus en plus d'artisans se plaignaient qu'on avait enlevé leurs enfants sans histoire, et la colère a commencé à monter. « Oh, vous voulez mon garçon ? Il devrait être là. Ah, on l'a vu partir là au milieu des bandouliers. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Le lundi 29 avril 1720, le peuple est passé à l'attaque. Alors écoutez comment ils faisaient nos aïeux. S'armant d'épées, de bâtons, de bûches, de pavés, de moellons ou autres, les parents se ruèrent sur la police et ont laissé à la fin du jour une dizaine d'archers sur le pavé. C'était une véritable chasse à l'homme. Alors les bandouliers du Mississippi qu'on repérait de loin, il fallait qu'ils courent vite. Rue Saint-Antoine, les boutiques avaient fermé et la foule poursuivie dans les maisons et jusque sur les toits des archers qui tentaient de leur échapper. Il y en a qui ont été tués dans les gouttières. Mais par la foule en furie. Et il n'y avait plus personne pour arrêter la foule. Au pont Notre-Dame, la foule essaya de jeter par la fenêtre du 3e étage, les ponts étaient habités, du 3e étage, un archer qui s'y était réfugié. Comme il n'y arrivait pas, ils l'ont traîné jusqu'au rez-de-chaussée, et là, la foule l'a massacré. Un autre blessé fut conduit à l'Hôtel-Dieu, l'Hôtel-Dieu c'était l'équivalent de l'hôpital, pour y être pansé, et il a été achevé par les malades. Dans le quartier de Saint-Martin-des-Champs, tous les archers ont été assommés. Et le 30 avril, la foule a réussi à s'interposer entre des policiers et des jeunes gens qui venaient d'arrêter. Et là, la foule a tué un policier.
L'après-midi, le procureur général du roi s'est rendu au Parlement. Alors, le Parlement, c'est le grand tribunal, c'est la cour, c'est le tribunal. Il s'est rendu au Parlement et a exposé longuement aux magistrats ce qui se passait. Voilà, les archers avaient arrêté des personnes innocentes au milieu des gens sans aveu, ce qui avait déclenché ce soulèvement. Il est incontestable que de nombreux enfants avaient été arrêtés au milieu. On commence par les gens sans aveu, après on prend des jeunes gens, puis après on prend des gosses. Et ça, c'était incontestable. Notamment le fils d'un riche épicier et la fille du lieutenant général du guet. Le guet, c'était la police. Alors, on ramasse des gosses qui traînent, et puis au milieu, là, il y a la fille du flic de... Attendez. Oh, ils étaient payés à la pièce, les bandouliers. Alors, ensemble, les magistrats rédigèrent le projet d'une nouvelle ordonnance destinée à ramener le calme. Mais les enlèvements ont continué, qui ont cessé à Paris, ont continué dans les villages alentours. Et j'ai des témoignages de gens qui disent « les bandouliers sont venus nous chercher nos gosses ». Alors les gens hurlent, ils courent derrière, et puis quand c'est fait, c'est fait. Les mêmes causes produisirent les mêmes effets, et les émeutes reprirent. Donc les autorités ont fini par calmer le jeu, mais il n'y a eu aucun procès retentissant, et qui n'a donné tort ni raison à personne. Et là, les choses se sont apaisées. Donc ça s'est arrêté. Je ne sais pas quels sont les enfants qui ont réussi à revenir, mais enfin bon, il y a pas mal de gens qui sont partis au Mississippi. 1749, à Paris, 30 ans plus tard, le mémorialiste Barbier raconte que le dauphin, le fils du roi, dont la femme faisait fausse couche sur fausse couche, voulait élever l'enfant d'un autre. Ah, elle ne peut pas faire d'enfant, ça serait bien si on lui en trouvait un. Donc, on réfléchit, on sait qu'il y a quantité d'enfants à l'hôpital général. L'hôpital général, vous savez, c'est le lieu de renfermement des pauvres, il y a des tas d'enfants là-dedans, et personne n'adopte jamais ces enfants à l'hôpital général. L'adoption, ça ne se faisait pas. Mais le dauphin et la dauphine, ils aimeraient bien, donc ils commencent à réfléchir. Le dauphin, il voudrait une fille, la dauphine, elle rêve d'un garçon. Et le dauphin va à la fenêtre et il voit une femme, la femme du menuisier, qui promène 4 à 5 petits, promène 5 petits enfants de 4 et 5 ans. Il dit « Ah, ben voilà mon affaire toute faite. Là, regardez là. » Alors, on fait venir, il en désigne une, la petite, là. Alors, on la fait monter. Et il la fait remettre à la première femme de chambre de la dauphine qui s'en charge. Et le couple s'enthousiasme. « Oh, comme elle est mignonne, ça va nous faire un petit enfant. » Alors on lui invente une généalogie, on l'a fait appeler Mademoiselle de Tourneville. Puis alors, elle a de la chance, la petite. Hein? Mais les parents? Ils ont dit quoi? On les a fait taire avec de l'argent? C'est quoi cette histoire? Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Bon, alors, on sait que le couple a eu plusieurs enfants, puisque Louis XVI, Charles X et Louis XVIII sont sortis de la couche de la dauphine, mais la petite fille a grandi dans un couvent. Qu'est-ce que c'est que ces mœurs? Vous savez ce que c'est que ces mœurs? Eh bien, au XVIIIe siècle, c'est bien connu, les gens, ils n'aimaient pas leurs enfants. Si, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, les gens du peuple, ils n'aimaient pas leurs enfants. Eh bien, ce mépris du peuple va déclencher une révolte, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est ce que je vais vous raconter. Parce que l'idée, c'était, oh, ils en ont plein, ils ne sont pas à un près. Les gens du peuple, c'est pas comme nous. Nous, on aime nos enfants, mais eux. Ce mépris du populaire allait ébranler le trône. 28 septembre de la même année, 1749, place royale, qui s'appelle aujourd'hui la place des Vosges. Le fils de l'horloger Milliard joue avec aux piécettes avec ses amis Lucas et Morin, qui sont tous apprentis cordonniers. Ils ont 14 ans. Ils jouent aux piécettes dans la rue. Je pense que c'est une espèce de petit jeu de crapaud, vous savez, on lance des piécettes pour en faire avancer d'autres. Passe un inspecteur de police qui s'appelle Bruxelles, avec un C, C-E-2-L-E-S, qui les arrête tous les trois et les charge dans un carrosse. L'oncle du jeune Morin, il est invalide, il est là, il dit « Eh oh, vous, qu'est-ce que vous faites là? Eh oh là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon neveu. » On le maltraite et on l'embarque avec les autres. Allez hop, un invalide de plus dans le carrosse. Et tout le monde est conduit chez le commissaire Rochebrune, rue Geoffroy-Lanier. Geoffroy-Lanier, c'est une rue qui est perpendiculaire à la Seine. Et tout ce monde-là se retrouve chez le commissaire. Alors le commissaire connaît les enfants, il dit, attendez, mais laisse, je les connais, je connais leurs parents, on va les renvoyer chez eux. Tout va s'arranger. Et voilà que l'inspecteur s'interpose devant le commissaire. Alors, un inspecteur qui donne des ordres à un commissaire. Vous voyez Pardon? C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Et là, l'inspecteur, il sort de la poche un papier signé de lieutenant général de police. Alors, c'est plus le grand Nicolas de Larreynie, celui-là, il s'appelle Nicolas René Berrier. C'est vraiment pas la même veine, parce que Larreynie était un grand, grand magistrat. Berrier, c'était vraiment autre chose. Et l'inspecteur Bruxelles
sort un papier de sa poche sur lequel il est marqué « Étant informé que plusieurs vagabonds, gens sans aveu, des mendiants et même des filous se rassemblent sur les quais, dans les places publiques, aux portes des églises, dans la ville et les faubourgs de Paris, pour y jouer, filouter le public, et comme ces sortes d'assemblées sont contraires à la sûreté, entretiennent la fainéantise, le libertinage, et sont la source de beaucoup de désordres auxquels il convient de remédier pour l'intérêt commun des habitants de la capitale, voulant y pourvoir, nous avons commis le sieur Bruxelles, inspecteur de police, pour y faire des tournées exactes dans Paris à l'effet de dissiper ces sortes d'assemblées et d'arrêter les gens sans aveu et vagabonds et les filous qu'il trouvera, les conduire en prison, en dresser procès-verbal et nous en rendre compte sur le champ. Ben là, le commissaire est obligé de plier, parce que ça vient de plus haut. Donc Jacques Bruxelles a eu le dernier mot, il a fait conduire les enfants au Châtelet, où ils ont été écroulés. Le Châtelet, c'est une prison. L'invalide a été renvoyé chez lui. Alors comment ça s'est terminé? Ben, une mobilisation des parents a réussi à percer jusqu'à un plus haut magistrat, qui a fourni à la mère une lettre de recommandation pour le procureur général, et le jeune Milliard a réussi à retrouver sa famille, mais après 15 jours de prison, et après qu'il a fallu payer des guichetiers et des greffiers pour le faire sortir. Et oui, 1749, automne 1749. Fin novembre 1749, Marguerite Allier, blanchisseuse de 43 ans, veuve d'un menuisier, Paul Annick. Elle élève seule son enfant, Gabriel, âgé de 13 ans. Elle reçut un soir la visite d'un exempt. Alors un exempt, c'est un policier, un agent de police. Voilà, vous avez les inspecteurs, les commissaires, les inspecteurs et les exempts. Les exempts, c'est les agents de police. Alors, elle reçoit la visite d'un exempt, Véron, qui l'accuse de s'être battu avec son fils. Elle lui dit, mais dis donc, vous me mêlez de quoi, vous? Ça vous regarde? Si j'ai corrigé mon fils, c'est mon affaire. Dans quoi ça vous regarde? Et alors Véron insiste et lui enjoint de venir avec lui déposer à côté du palais. Chez un commissaire à côté du palais, elle dit « Venez avec Gabriel ». Elle dit « Au palais ». Attendez, il y a des commissaires à côté, c'est pas la peine d'être jusqu'au palais. Les commissaires étaient très populaires dans l'ancien temps, dans l'ancien Paris. Aller chez le commissaire, c'est aller chez quelqu'un de confiance. Et elle habitait dans un coin qui était loin du palais, et pour voir un agent de police, elle n'était pas obligée d'aller si loin. Elle lui dit « Mais attendez, mais surtout venez avec Gabriel ». Elle dit « Attendez, non, la barbe ». Alors, il dit « Il s'appelle comment votre commissaire ?» Ah ben, il dit « Ça vous regarde pas. Ça vous regarde pas. » Alors, comme elle n'arrive pas à s'en défaire et puis qu'elle était au travail, elle lui a dit « Écoutez, je vous retrouverai chez lui à ma pause déjeuner. Je vous retrouverai chez vous à ma pause déjeuner. Fichez-moi la paix, laissez-moi travailler, je vous retrouverai à midi. » À sa pause de midi, Marguerite se présente chez l'exempt, qui lui dit « Où est votre fils ?»« Comment ça, où est mon fils ?» Il dit « Où il est, ça vous regarde pas. Vous deviez me donner le nom de ce commissaire, comment s'appelle-t-il ? » « Oh, je voulais absolument votre fils. Véron la met dehors. Marguerite regagne ses foyers. Qu'est-ce que c'est que ce type ? Qu'est-ce que c'est que ce type ? 2 semaines plus tard, le 10 décembre, on frappe le soir chez elle. Gabrielle est couchée, elle termine son travail, et elle s'apprête à se coucher à son tour. Il est 10h du soir. « Ouvrez, police !» Ordre du roi. Elle ouvre, Véron. Véron et 3 autres messieurs qui brandissent le bâton d'exempt. Le bâton d'exempt, c'est l'équivalent du bâton de police. Vous savez, c'est un signe d'autorité, en fait. Donc, il lui brandit son bâton d'exempt sous le nez, et ils se saisissent de Gabriel. Et ils partent avec. 10h du soir. Alors, sur ordre du roi, apparemment, c'est ce qu'ils disent, en larmes, Marguerite est descendue avec ces messieurs. Dans la rue, il y avait une escouade du guet qui les attendait avec un carrosse, dans lequel le gamin a été engouffré. Marguerite a sangloté tout le long du chemin, elle tenait son Gabriel, et puis ils l'ont arraché, quoi. Et c'est le Châtelet qui l'a englouti. Alors dès le lendemain, elle a consacré tout son temps à essayer de revoir son garçon. Elle est allée tous les jours au Châtelet pour le voir, et pour lui apporter la soupe, parce qu'en plus de ça, si vous voulez qu'il mange, il faut encore vous déplacer pour lui apporter la soupe. Et elle a voulu écrire un placet, mais elle ne savait pas comment l'écrire. Vous êtes une blanchisseuse, vous savez lire et écrire, mais pas forcément rédiger un placet en direction du lieutenant général de police. Donc elle a une amie qui a bien voulu s'en charger. Et elle écrit au lieutenant général de police qu'elle-même a une réputation sans tache, que son garçon est honnête, qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune plainte, et elle demande qu'on lui rende. Elle demande qu'on lui rende son garçon. Alors tout en continuant de laver le linge de ses clientes, elle était seule à charge, elle était seule son mari était mort, une veuve. Il faut qu'elle court partout pour demander de l'aide. Alors pour aller porter la soupe à son garçon, enfin vous imaginez l'horreur.
Et elle rencontre un monsieur qui s'appelle Pierre Paris, qui est greffier au Châtelet, et qui demeure dans le quartier. Et un greffier, c'est quelqu'un qui connaît un petit peu le droit, voilà, c'est pas qu'il soit ni avocat ni juge, mais enfin, il connaît un petit peu, puis il connaît du genre, il dit, bon, vous savez, votre Véron, là, je le connais personnellement, je vais voir ce que je peux faire. Parce qu'une veuve éplorée à qui on a enlevé son enfant mobilise des braves gens. Donc, il va voir Véron, qui lui dit « Ah, moi, je peux plus rien, là, maintenant, hein, c'est entre les mains de Berrier. Moi, le gosse, je l'ai livré, je peux plus rien. » Et il lui dit « Vous savez, hein, si j'avais su que vous vous intéressiez à cet enfant, j'aurais rien fait. » Ah bon? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que prendre l'enfant d'une veuve sans défense, c'est moins compromettant que prendre l'enfant d'une veuve sans défense connue d'un homme de justice? C'est quoi cet aveu-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, Pierre Paris a été serviable jusqu'au bout. Il est allé présenter lui-même plusieurs placets signés de différentes personnes qu'il a réussi à mobiliser dans le quartier. Les gens se sont mobilisés pour aider Marguerite Allier à retrouver son garçon et ils n'ont rien pu obtenir. Le 15 décembre, Nicolas René Berrier, donc le lieutenant général de police, a tenu sa séance de police et il a condamné le jeune Gabriel Annick, coupable d'avoir tiré des mouchoirs dans des églises, et il l'a condamné à l'internement à Bicêtre. C'est-à-dire que dans l'intervalle, on a trouvé qu'il avait fait quelque chose, le gamin, alors que quand on l'a pris, il n'avait rien fait. 2 jours plus tard, il a été conduit à Bicêtre. Bicêtre, c'est l'hôpital général pour les hommes et les garçons. Et l'hôpital général a englouti Gabriel Annick. Marguerite a hurlé quand elle a appris qu'il avait été accusé de vol. Elle, d'abord, lui, volait jamais. C'est extrêmement grave de voler dans l'ancien temps. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est grave. Et pourquoi l'accuse-t-on de ça maintenant? On n'a jamais rien dit de tel. On n'a jamais prétendu ça au moment de son arrestation. Elle sent bien qu'il y a une arnaque. Alors, quel est l'avis maintenant de cette pauvre Marguerite Allier? Le Châtelet, où est interné son garçon, est à 1/4 d'heure à pied de chez elle, mais Bicêtre, où il est, à 1h30, plus le retour. 3 heures pour aller voir son fils, tout en travaillant à laver le linge de ses clientes. Elle n'a jamais abandonné son garçon. Après avoir lavé, repassé le linge qui la faisait vivre, elle se rendait à Bicêtre en plein hiver, par tous les temps, pour avoir des nouvelles. Elle a même proposé de l'argent pour que son garçon puisse continuer d'apprendre à lire et à écrire. Alors son arrestation l'empêchait d'aller à l'école de la paroisse, parce qu'il y avait des écoles partout sous l'Ancien Régime. Dès qu'il y avait un clocher, il y avait une école. Il y avait 500 clochers à Paris. D'accord? Donc tous les enfants allaient à l'école. Donc elle voulait absolument qu'il continue de s'instruire, puisque maintenant il ne pouvait plus à l'école de la paroisse. Eh bien, ces salauds de l'hôpital général ont accepté qu'elle donne de l'argent, alors qu'eux-mêmes, ils avaient tout ce qu'il fallait et les budgets pour. Malheur aux pauvres. Malheur aux pauvres. Gabriel est sorti de Bicêtre 18 mois plus tard. J'ai retrouvé son nom dans les registres, mais il n'a pas été indiqué où il est allé. S'il avait été remis à sa mère, il y aurait eu marqué « remis à sa mère ». Et ça n'était pas marqué. Donc Gabriel Annick a été englouti, on ne sait où. Et j'ai une pensée régulièrement, quand je me remémore ces histoires, pour cette malheureuse veuve. Mars-avril 1750. Derrière le couvent des Chartreux, rive gauche à Paris, il y avait un petit monticule de remblais où des étudiants facétieux venaient réciter des vers. Et ils avaient appelé ce monticule le Mont Parnasse. C'est comme ça que c'est devenu Montparnasse. C'était devenu un terrain de jeu pour les enfants. Mardi Saint, 24 mars 1750, 4 hommes dirigés par Joseph Fayon s'y installent. Joseph Fayon est un exemple. L'un des 4 hommes s'appelle Emmanuel Giraud. Il n'aime pas ce qu'il fait, il le dit, il le fait savoir. Il dit, dans ce métier-là, on prend des coups et j'aime pas ça. Mais enfin, il faut bien vivre. Il faut bien vivre. Alors, les hommes s'installent près du Montparnasse et à 5h du soir, 4 adolescents de 15 ans sortent de l'église Saint-Sulpice où ils suivaient une préparation de catéchisme pour faire leur première communion à Pâques. Vous savez, c'est les retraites de communion. Donc, ils sortent à 5h du soir de Saint-Sulpice et, alors je vous les présente, Louis Taconnet, le fils d'un bourrelier, Hubert, fils d'un charron, Lefebvre, fils d'une veuve aisée vivant sans bien, et Claude Sommet, apprenti orfèvre. Ils habitent tous au Faubourg Saint-Germain, autour de la Croix-Rouge. Ils avaient du temps libre en sortant du caté, ils ont décidé d'aller se promener et leurs pas les mènent en direction du Montparnasse. En chemin, ils s'amusent à taper du pied dans des tuiles et des pierres plates. C'est-à-dire qu'ils jouent. Ah, leur compte est bon. Des enfants qui jouent. Vous imaginez? Joseph Fayon avait reçu commission d'arrêter les libertins joueurs.
Donc des libertins, des gosses qui tapent dans des palais, c'est rapidement considérés comme des libertins joueurs. Les 3 policiers s'approchent des jeunes et ils font mine de participer à leur partie. Ils les félicitent pour les bons coups et commentent les mauvais, enfin, ils sympathisent avec les enfants. Brusquement, un 4e surgit, se jette sur les palais. Un carrosse de fiacre arrive devant lequel court un homme. 4 fusillés avec baïonnettes au canon en sortent. Ils saisissent les adolescents par les cheveux, les hissent à l'intérieur, ça a pris quelques fractions de secondes. Claude Sommet réussit à s'échapper, il a été rattrapé, violemment frappé et remis dans le carrosse. L'affaire était faite en quelques secondes. Les enfants, où est-ce que vous nous emmenez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est rien, c'est juste pour vous faire peur, mais vous allez nous mener chez un commissaire alors? Pourquoi faire? Mais enfin, bon, taisez-vous, boum, boum, des coups sur le nez. Les 4 jeunes insistent pour savoir où on les mène. Pour avoir la paix, Fayon promet, parole d'honneur, de les mener chez le commissaire Chenu, rue Mazarine. Et retenez ça, la solution du commissaire, c'est toujours la solution qui va rassurer les gens. Le commissaire, on a confiance. Donc, emmenez-nous chez le commissaire. D'accord. Pour les faire taire, on leur promet de les emmener chez le commissaire Chenu, rue Mazarine. La voiture s'arrête longuement à la barrière. La barrière, c'est la différence entre Paris et l'extérieur de Paris. Puis elle repart. Et comme il passe au carrefour de la Croix-Rouge, Claude Sommet montre la porte de l'atelier Orfèvre-Labbé. Il dit « C'est là que je travaille, prévenez mon maître !» Bim, il reçoit un coup sur le nez. « Tais-toi !» Mauvais diable, il passe rue du Four où travaille son beau-frère. Il supplie qu'on le prévienne. Nouveau coup sur le nez. « Tais-toi donc !» Enfin, ils comprennent qu'ils ne vont pas chez le commissaire Chenu et la voiture les mène directement au Grand Châtelet. La prison. Quelqu'un les a vus et court à toute vitesse chez Jérôme Taconnet. Il dit « Jérôme, ton fils est en route pour le Châtelet. » Il dit « Mon fils, mais arrête, il est au caté. » Je te dis, je l'ai vu partir au Châtelet. C'est pas possible. Il va à Saint-Sulpice et là, il trouve la porte close. Ah bah non, les enfants, ils sont sortis il y a un moment, là. Bah alors où ils sont? Je te dis que je les ai vus partir au Châtelet. Flanqué de son voisin et ami des camps, Jérôme Taconnet file chez le commissaire du quartier. Toujours un réflexe. Le commissaire est absent, même le clerc n'y est pas. Il reste un commis qui leur suggère d'aller chercher leurs garçons dans les prisons. Ils vont au petit Châtelet, rien. Ils entrent au Grand Châtelet et là, ils aperçoivent les garçons entre 2 guichets qui sont en train de se faire enregistrer pour entrer en prison. Alors, il reconnaît à côté de son fils le fils de son ami Hubert, le charron de la rue de Grenelle. Et les adolescents réussissent, il arrive à percer, les adolescents réussissent à raconter leur histoire. Alors, Jérôme Taconnet demande au guichetier comment procéder pour récupérer ses garçons. Il dit, voyez avec le greffe. Personne n'est responsable. Voyez avec machin, voyez avec truc. Alors, il va voir le greffier. Il monte à l'étage, on lui apprend qu'il doit envoyer un placet à monsieur Berrier, il faut une procédure. C'est-à-dire que dès que votre gosse est entré au Châtelet, pour le sortir, il faut une procédure. Alors, bon, on va au moins organiser le séjour des enfants en prison. Jérôme tient à ce que les 2 garçons, le sien et celui d'Hubert, ne soient pas séparés. Et il demande comment faire pour que les garçons soient ensemble. À votre avis? Ce sera comme vous voudrez, on lui répond. Vous voulez-vous pour la pistole? Il dit là quoi? Il dit je comprends pas. On lui explique, si vous voulez de bonnes conditions, il faudra payer. Alors, ça fera 15 livres pour les 2. 15 livres pour les 2. Alors, un salaire honnête qui fait vivre une famille, c'est 50 livres. Là, on demande 15 pour que les enfants soient ensemble. En euros, 450 €. Alors, il paye. Il tient à son garçon. Le greffier aide un homme en disant « Tenez, placez ces enfants-là chez vous » et il dit à Jérôme Taconnet « Suivez-le, vous verrez comment sont installés vos enfants. » Alors, il suit l'homme dans un escalier, au bas duquel, à gauche en arrivant, ouvre une salle avec 7 lits. Et c'est là que les enfants vont passer le temps qu'ils seront en prison. L'inconnu toise le père et lui tend la main, ça fera 6 livres. Et 2 fois 15 sols. Il dit, mais je viens de payer. Non, mais vous avez payé là-haut, mais maintenant il faut payer ici. Vous avez compris? Alors, Jérôme Taconnet, vous voyez bien que ces enfants ne vont pas rester. Enfin, arrêtez. Il dit, mais je ne suis pas en train de vous dire qu'ils vont rester ou partir, je vous dis combien ça fait. 1 jour ou 15 jours, c'est pas mon problème. Il va falloir payer le balayeur, offrir à boire aux autres prisonniers. Vous vous rendez compte, tout ça, ça coûte. Ben, Jérôme, il n'avait plus d'argent. Alors, comme il dit, mon fils répond pour lui, mon fils répond pour moi, je paierai quand je viendrai le rechercher, quoi. C'est ce qu'il explique au Cerbère, et il court, il s'en va, il court prévenir son ami Hubert. Alors,
Les deux amis étaient gens de métier. Et les gens de métier, c'est une chaîne de solidarité extraordinaire. Les gens de métier, c'est-à-dire les corporations. Alors, il y en avait un qui était bourrelier, l'autre était charron. Et un de leurs amis, nommé Barbeau, était le sellier de Berryer en personne. Il était celui qui s'occupait de la sellerie du lieutenant général de police. Ça vous ouvre des portes. Donc, le lendemain mercredi, les trois amis vont au Châtelet pour demander un écrou. L'écrou, c'est l'extrait de registre où on a écroué. Écrouer, ça veut dire écrire, en fait. Écrouer quelqu'un, c'est écrire son passage dans un établissement, que ce soit une prison ou autre, hein, pas forcément une prison. Mais en l'occurrence pas la prison. Donc ils vont chercher un écrou, et ensuite ils se rendent au domicile du lieutenant général de police, rue Saint-Honoré, le fameux Berryer. Berryer connaissait effectivement bien Barbeau, il l'a reçu seul, et quand il est ressorti, Barbeau a annoncé tristement que tout ce qu'il a pu obtenir, c'est que les enfants, on pourrait les récupérer le jour de Pâques, et pas avant. Ils allaient passer la semaine là. On était mardi. Ils allaient rester jusqu'à dimanche. Donc ils sont tournés au Châtelet pour dire à leur fils de prendre patience. Et comme ils sortaient, le gardien les harponnait et disait « Eh mais si libre, 2 fois 6 sols hein !» On perd pas le nord, on perd pas le nord. Alors trop content que l'affaire semble vouloir s'arranger, Hubert a payé, et il a même accepté d'y joindre une rallonge de 24 sols parce qu'on avait encore trouvé autre chose. Alors vous imaginez, l'affaire qui marche. L'orfèvre Thomas Laurent avait fait les mêmes démarches pour faire sortir Claude Sommet, le frère de sa femme, et il est vraisemblable que la veuve Lefèvre s'était jointe à lui. Quand le dimanche de Pâques arriva, les garçons furent libérés à 1h de l'après-midi. La messe de Pâques, c'est quand même le matin, enfin bon, à 1h de l'après-midi, moyennant une ultime rançon. Il avait encore fallu payer pour les faire sortir. Il en avait coûté en tout près de 6 écus, soit 18 francs par enfant. 540 €. Est-ce que les enlèvements d'enfants vous semblent une affaire qui marche? Ça a l'air. En tout cas, ça a l'air d'intéresser un certain nombre de gens. L'affaire avait beaucoup de bruit dans le quartier où tous ces artisans étaient connus et appréciés. Et là, le faubourg Saint-Germain n'a encore rien vu, il va prendre feu. Et je vais vous raconter. Place de la Croix-Rouge, mai 1750. C'est très peu de temps après. Là, c'était mars. C'était mars ou avril, Pâques. Enfin bon, c'était pas longtemps là. Sous une porte cochère d'une maison s'affaire un cocher. Par terre, à côté de lui, joue son petit garçon. Alors, vous avez le carrosse, le cocher dessous et son petit garçon. Puis brusquement, les pattes du petit garçon se soulèvent et quelqu'un l'enlève. 3 archers habillés en civil, portant l'épée au côté. Le père sort de son ouvrage, il rattrape les types, il attrape son fils, et les 3 hommes s'enfuient. Et qu'est-ce qu'il fait le père? À moi la livrée! À moi la livrée! Le cri de guerre des domestiques. La livrée, c'est le costume des domestiques. Tous les domestiques ont une livrée qui correspond aux couleurs de leur maître. La livrée des ducs d'Orléans, par exemple, c'était, vous voyez le duc d'Orléans, bleu, blanc, rouge. La livrée des ducs d'Orléans, c'était bleu, blanc, rouge. La livrée en vert, la livrée en ceci, la livrée en cela. Ce qu'on appelle la livrée, c'est les gens qui portent une livrée, c'est-à-dire les domestiques. Les domestiques sont appelés communément la livrée. Et à moi la livrée, c'est le cri de guerre des domestiques. Et quand on crie à moi la livrée, tous les domestiques sortent en disant vous avez besoin de nous. Alors les domestiques n'étaient pas organisés en corporation, mais ça fonctionnait quand même. Ça fonctionnait quand même. Donc, l'homme ameute toute la maisonnée et organise toute la maisonnée et toute la rue, et il organise une expédition punitive. Alors les exempts ont pris leur jambe à leur cou, ils ont tourné au coin de la rue du Four, et ils arrêtent de courir, marchent le plus lentement possible, et ils passent tranquillement devant un orfèvre. Et l'orfèvre en question, c'est Thomas Laurent, dont on a enlevé le jeune beau-frère à Pâques. Alors lui, il est au courant, il sait ce que c'est les enlèvements d'enfants. Alors il observe simplement ces 3 hommes, il ne sait pas ce qui se passe, mais il leur trouve une attitude bizarre. Il perd la voix basse et tout. Et brusquement, il y a un cri qui fuse, les poursuivants sont arrivés, et il dit « Les voilà les preneurs d'enfants !» Et là, la cavalcade commence. Alors Thomas Laurent, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait comme tous les commerçants de la rue. Il a fermé boutique, il a attrapé tous les gosses, il les a mis à l'intérieur, il a barricadé sa maison, il s'est mis à la fenêtre pour voir la suite. Et la suite, c'est épique. C'est épique. À moi la livrée, de place en place, à moi la livrée fait converger vers la rue tous les domestiques disponibles. Ils sont des centaines, des laquais, des portiers, des serviteurs, ils sont des centaines à converger vers la place de la Croix-Rouge. 2 des 3 exempts ont réussi à prendre la fuite. Le 3e s'engouffre chez un rôtisseur qui s'appelle son ami le tailleur, rôtisseur place de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est une place qui est
je ne sais pas si ça veut dire grande ou pas grande, enfin c'est une place qui peut vraiment rassembler plusieurs centaines de personnes facilement. Et les poursuivants s'arrêtent juste devant la rôtisserie. Dans la boutique se trouve un cavalier du guet nommé Duchesne, et se pose devant la porte. Vous avez un type qui s'est engouffré dans une rôtisserie, avec une foule qui poursuit, le gars il est armé, il se pose devant la porte, il se positionne en protecteur, il est là pour ça, disons. Et alors il dit, allons là, messieurs, qu'est-ce que se passe-t-il, que voulez-vous? Et alors, il y a un voleur d'enfants, vous le protégez peut-être? Le gars il dit, je le protège, oui, enfin je suis préposé pour ça. Et la foule grossit, puis alors le gars il est tout seul devant sa rôtisserie, puis derrière il y a des centaines de gens. Et puis s'il hurle, c'est des cris de haine. Et les manifestants s'agglutinent devant la porte et tentent de forcer le passage. Duchesne, voyant cela, tente de le repousser à l'aide d'une broche. Alors, il prend une broche avec de la volaille, alors bien fumante, bien brûlante et tout. Et alors c'est le signal, parce que le gars tout seul avec une broche, j'aime autant vous dire qu'un coup de pied bien envoyé a fait sauter la broche et les poulets qui étaient accrochés dessus. Et la foule s'engouffre dans la rôtisserie, dont le sac commence. Oh la misère. La famille Le Tailleur a juste eu le temps d'envoyer un commis chercher le commissaire, Bouquigny, le commissaire du quartier. Ils grimpent dans les étages, d'où ils vont assister impuissants au saccage de tous leurs biens. Le commissaire Bouquigny envoie chercher un sergent du guet, il s'appelle Julien Barras. Il rassemble 8 hommes, et ils prennent la direction de la Croix-Rouge. Il est 5 heures du soir. La place est noire de monde. Ils sont maintenant des milliers. Furieux, hurlant, le sergent réussit à percer une foule menaçante, disant que se passe-t-il? On lui dit qu'on vient de tuer un voleur d'enfants dans la rôtisserie. Il réussit à passer, il s'immisce jusqu'à l'entrée de la rôtisserie, et là, au centre de la place, gît un homme grièvement blessé. Il a les cheveux arrachés. Un de ses amis le soutient dans les bras. Julien Barras s'approche le plus doucement possible, et il reconnaît le cavalier Duchesne. Il entreprend de le faire accompagner chez lui pour le faire soigner. Et une fois à l'abri, le jeune homme supplie le sergent de retourner à la rôtisserie dans laquelle se trouve son père, cavalier comme lui, et qui se trouve en très mauvaise posture. Il y a vraiment risque de mort d'homme. Donc Julien Barras n'a jamais réussi à atteindre la maison du rôtisseur. Il n'a jamais pu. Quand il a reparu, la foule énorme l'a menacé de mort s'il ne déguerpissait pas. Il était 8, les autres des milliers. Armés de tout ce qu'ils trouvaient, les émeutiers lapidaient la boutique et tenaient la rue. La force publique n'y pouvait plus rien. À 7 heures du soir, une nouvelle escouade du guet tenta de passer et renonça comme la première. La foule avait encore augmenté et les biens du rôtisseur volés par les fenêtres. La boutique partit en débris et toutes les viandes passèrent de main en main. La nuit tombant, les gens arrêtaient les carrosses qui passaient aux environs pour en retirer les lanternes afin d'éclairer la rue, pour que l'émeute puisse durer. À 10 heures du soir, les émeutiers tenaient encore la rue, mais la foule était moins compacte. C'est là qu'une brigade de 50 hommes parvint jusqu'à la rôtisserie, en délivra les prisonniers et évacua 2 morts. Des voisins bienveillants rapportèrent au maître rôtisseur quelques pièces d'argenterie qu'on lui avait volées. C'est sympa. Enfin, les viandes, ils ont mangé, l'argenterie, ils l'ont rendue. Mais le tailleur était ruiné, sa maison était pillée, son vin répandu, ses viandes volées, ses meubles détruits, tout son outil de travail ravagé. Il avait donné asile à un voleur d'enfants. C'est tout ce qu'on avait à lui reprocher. Alors, je voudrais vous donner quelques détails sur cette intéressante journée qui est intégralement, qu'on trouve dans le dossier des enlèvements d'enfants aux archives du Parlement de Paris, où je les ai photographiés, dûment, enfin bon, je connais tout ça. Alors, quelques détails intéressants sur cette intéressante journée. Il habitait la rue du Vieux-Colombier, c'est-à-dire tout près. La rue du Vieux-Colombier, c'est une des rues qui donne dans la place de la Croix-Rouge, un domestique qui s'appelait Robert-François Damien. Et dans 7 ans, il va s'attaquer au roi. Et il habitait là. On sait, par ses interrogatoires, qu'il était présent à Paris à ce moment-là. Et il habitait là, d'accord? Il était présent à Paris et il habitait là, donc je ne vous fais pas un dessin. Et il a donc nécessairement été sollicité par « À moi la livrée ». « À moi la livrée », ça s'adressait à lui. Les rapports de police attestent que les domestiques dirigèrent l'expédition punitive et tenaient la rue. Ça a été une révolte de domestiques. Quand son maître d'alors, qui s'appelait le comte de Maridor, est venu déposer le lendemain de l'attentat de Damiens, en 1757, donc 7 ans plus tard, Damiens s'en prend au roi, on retrouve le comte de Maridor, et il vient à la prison, et il dépose que la fille de son domestique avait été enlevée par des exempts en 1750. Tiens, comme par hasard. Et
que Damien, furieux, lui avait dit vouloir faire un mauvais sort à Nicolas René Berrier. Alors, quand la justice s'empara de l'affaire des émeutes, elle constitua un énorme dossier disponible aux archives, plein des dépositions des prévenus et des témoins de ces jours de colère. Mais pour celle de la Croix-Rouge, on n'a conservé que les dépositions des forces de l'ordre. Pas un témoin, pas un prévenu n'a laissé de traces dans le dossier alors qu'il y a eu 2 morts. C'est-à-dire qu'il est vraisemblable que tout ce qui touche à Damien a été retiré 7 ans plus tard du dossier. Tous les dossiers sur les enlèvements d'enfants sont tous pleins des dépositions de la police, mais également des témoins. Et là, dans l'affaire de la Croix-Rouge, la déposition d'aucun témoin n'est disponible dans le dossier. Alors que c'était justement là qu'habitait Damien. Et tout ce qui a trait dans son dossier à l'enlèvement de sa fille a été retiré. Bizarre, non? Non? Bref. Conclusion. La dernière émeute de 1750 a eu lieu le samedi 23 mai. Elle a mis Paris en état de siège. Il y a eu plusieurs morts et des dégâts considérables. Un procès a eu lieu qui a condamné à mort 3 émeutiers et relâché les enleveurs d'enfants après une semonce et une amende ridicule. Le peuple indigné a poussé des clameurs à la sortie du palais de justice. Les gens hurlaient en disant « c'est ça la justice ». Le jour de l'exécution, parce qu'on les a condamnés et exécutés, on peut condamner et gracier. Le jour de l'exécution, la foule hurlait pour obtenir une grâce qui n'est pas venue. Depuis le début des émeutes, alors on connaît, vous savez, les gens qui écrivaient leur journal à l'époque, tous ces journaux sont retrouvés aux archives, vous pouvez lire par d'Argenson, par Barbier, etc., que voilà, on dit que, on raconte que, les gens qui écrivent pour eux-mêmes sont en général des témoins privilégiés, parce qu'ils n'essayent de convaincre personne, ils écrivent pour eux-mêmes, donc ça ne veut pas dire qu'ils disent la vérité, mais ça veut dire qu'ils parlent avec sincérité, ce qui est déjà extrêmement important. Donc, au début des émeutes, des mémorialistes rapportaient des rumeurs imbéciles qui tendaient à faire croire que les Parisiens s'émouvaient pour peu de choses. Alors, il se débite dans Paris que l'objet de ces enlèvements d'enfants était qu'il y avait un prince lépreux pour la guérison duquel il fallait un bain ou des bains de sang humain et que n'en ayant point de plus pur que celui des enfants, on en prenait pour les saigner des 4 membres et pour les sacrifier, ce qui révolte le peuple, encore plus le peuple. Alors, on invente un truc énorme, après on accuse les gens d'y croire, et puis quand ils se révoltent, on dit ils se révoltent à cause de ça. Ça rappelle un peu quelque chose, non? Alors, légèrement. Donc, on inventait une fable non crédible et puis on se moquait de ceux qui y croyaient. On avait minimisé les alarmes, comme avait fait l'araignée au siècle précédent. Mais, et s'il y avait vraiment eu des affaires de mœurs? En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On dispose d'un indice grave qu'on trouve aux archives. C'est une tournée d'inspection que un inspecteur de police qui s'appelait Pousseau, faisait à l'hôpital Saint-Louis où étaient rassemblés les gens arrêtés lors des rafles, avant leur envoi à l'hôpital général. C'est-à-dire que les gens n'arrivaient pas directement à l'hôpital général, ils passaient par l'hôpital Saint-Louis. Et l'inspecteur Pousseau a fait des rapports d'inspection à l'hôpital Saint-Louis, et j'ai lu ces rapports. Le 21 janvier 1750, il relève les noms, âge, origine, taille, handicap éventuel de 210 personnes, qui toutes avaient un métier, parmi lesquels il y en avait 46 de moins de 20 ans, dont 8 entre 10 et 15. Aucun d'entre eux n'était mendiant, ils avaient tous une adresse, une famille et une occupation. Donc ce n'étaient pas des rafles de mendiants, incontestablement. 2 mois plus tard, il relevait la liste de 68 adolescents, dont 21 de moins de 15 ans. Or, dans son rapport, Pousseau écrit à propos d'un jeune de 16 ans, « Belle figure, donc pas mendiant ?» C'est quoi belle figure? C'est un rapport de police ou c'est une pré-inspection pour amateurs? C'est quoi cette affaire? Belle figure. Un autre, bon à examiner. Bon à examiner, pourquoi? Qu'est-ce que c'est examiner? Dans quel but? C'est quoi? On parle de gens qui sont prétendument raflés parce qu'ils causent du désordre. Bon à examiner. Et d'un autre, il dit à l'air d'un enfant de famille. Ah bah alors à relâcher tout de suite, peut-être. La plupart des parents de cette époque-là ont retrouvé leurs enfants, mais pas tous. D'abord la veuve Annick, moi je suis persuadé qu'il n'a pas retrouvé le sien. J'en suis persuadé. Et j'ai retrouvé la trace de Gabriel Annick dans les registres de l'hôpital général, mais j'ai retrouvé la trace des enfants qui ont été mis à l'hôpital général et qui en général ont été rendus à leurs parents. Même ceux qui ont été mis au Châtelet sont ressortis. Mais au début du mois de mai, Barbier, toujours le mémorialiste, écrit dans son journal avoir lu un courrier envoyé de Marseille de quelqu'un qui écrit
Mandez-moi si l'on sait à Paris ce que l'on veut faire de tous les enfants qui arrivent. On en a amené plus de 2000 et on en attend encore. 2000 enfants arrivés à Marseille pour aller où? Alors, ce n'est pas les enfants de ces émeutes. Vous avez compris, l'émeute mais la France est grande. Le grand port de Marseille aurait-il été transformé en maison de correction pour enfants joueurs? Il y a peu de chance. Il n'avait pas non plus été transformé en port d'embarquement pour l'Amérique. Parce que s'il est vrai qu'on envoyait des gens au Mississippi, ils partaient de Lorient, de Nantes ou de La Rochelle, pas de Marseille. Donc vers quelle était la destination de ces enfants embarqués en Méditerranée? Vers quel trafic d'esclaves pour l'Orient les a-t-on dirigés? Et ça, j'aime autant vous dire que 250 ans après, c'est toujours valide. Au profit de qui? Quand le roi Louis XV a appris que la rumeur disait qu'il consommait des enfants et les faisait enlever par la police, il en a éprouvé une telle indignation qu'il punit ce vilain peuple en refusant désormais de traverser Paris pour aller de Versailles à Saint-Denis. Alors il est passé par Saint-Ouen, on a appelé ça le chemin de la révolte. Le roi a dit comment? Il raconte que j'enlève des enfants. Alors le roi n'était absolument pas en cause là-dedans. Alors ça c'est clair. On sait qui, on sait qui était en cause. C'était pas lui. Ce qui ne veut pas dire qu'il était innocent, mais c'est autre chose. Il n'est pas raisonnable de penser qu'on enlevait des enfants pour les servir au roi. Ça aurait été complètement idiot. Faire un scandale pareil pour... Enfin, je veux dire, la royauté est quand même un peu plus fine que ça, quoi. Donc, ça aurait été de la dernière imprudence et de toute façon inutile. L'entourage de la Pompadour n'avait pas besoin, la Pompadour c'était sa maîtresse attitrée, elle n'avait pas besoin de la force publique pour les garnir la couche avec des garmines hors d'âge. Alors, incidemment, le roi, effectivement, couchait avec des petites filles, qui étaient fournies par, notamment, entre autres, le frère de la Pompadour, et le frère de la Pompadour avait un domestique qui s'appelait Damien. Oh. Hein? Vous avez compris? Alors, le fait est que la police et les juges se sont entendus pour couvrir des exactions inadmissibles contre les familles et le roi a refusé de gracier les émeutiers qui avaient défendu des enfants. Donc le discrédit de la royauté à ce moment-là est total. Total. Le roi devient à ce moment impopulaire, mais c'est dramatique, c'est une chute. Dans la foulée, le Parlement a condamné à mort, alors après avoir condamné les trois émeutiers, ils ont condamné à mort 2 sodomites pris en flagrant délit dans la rue. Et contre toute attente, ils les ont fait exécuter, ce qui ne se faisait jamais. Alors je vous explique, dans le temps, on brûlait les sodomites? Non, on ne brûlait pas les sodomites, on brûlait les violeurs, on brûlait les pédophiles, mais bien, les gens qui sodomisaient dans leur coin, par contre, eux, ils faisaient ça dans la rue. Et en temps normal, ils auraient dû être condamnés à quoi aux caisses, ensuite envoyés à Bicêtre et puis relâchés moyennant promesse de collaborer avec la police, parce que c'est comme ça que ça se passait. Or là, ils les ont exécutés. Et là, les gens ne comprenaient pas, ils disent pourquoi? À votre avis, c'est pour pas avoir l'air d'être indulgents avec des gens de mauvaises mœurs. Ils ont payé pour les autres. Et là, les gens ne comprenaient pas. Les mémorialistes disaient, mais pourquoi ils les ont condamnés? Pourquoi ils les ont exécutés? Pourquoi ceux-là et pas les autres? Et alors, incidemment, la mairie de Paris leur a attribué une plaque. Parce que se sodomiser au milieu de la rue, c'est quand même un grand exploit, vous êtes d'accord? Et ça mérite une plaque. Je crois qu'ils viennent de changer la plaque pour la 3e fois, parce qu'elle est tellement vandalisée qu'ils ne savent plus où la mettre. Donc, la salpêtrière était le lieu de renfermement des pauvres. Et c'est là qu'y entraient des milliers d'enfants, avec leur mère ou seuls, et une étude minutieuse des registres m'a montré que des milliers et des milliers d'enfants sortaient de la salpêtrière pour l'inconnu, alors que l'institution était la seule à avoir le droit de s'en occuper. C'est-à-dire que vous aviez un trafic d'enfants en dehors des émeutes, d'une façon régulière, perpétuelle. J'ai relevé le nom de milliers et de milliers d'enfants qui entraient dans l'institution pour y trouver secours et assistance, en ressortaient quelques mois après pour l'inconnu. Et l'inconnu ne pouvait être que pire parce qu'il n'y avait plus aucune autre institution qui avait le droit de s'en occuper. Donc le soupçon d'un réseau pédocriminel doublé d'un réseau de prostitution est incontestable. D'autant qu'on a le témoignage d'un écrivain auxerrois, comme ça que je le connais, qui s'appelle Restif de la Bretonne, qui dit qu'à Bicêtre, qui était le lieu de renfermement des hommes et des garçons, des gens venaient du dehors sodomiser les enfants de chœur. Et que la grande affaire de l'hôpital général a éclaté quand des prêtres
ont exigé que ces gens qui venaient du dehors sortent. Et les juges ont couvert les pieux laïcs qui venaient du dehors et ont fait condamner les prêtres. Enfin, on fait désavouer les prêtres. Donc, c'est le secret le mieux gardé de l'Ancien Régime. Aucun historien n'a jamais voulu se pencher sur le sujet, sauf moi. Ben, je l'ai fait parce que j'ai découvert et puis parce que c'était mûr aussi. J'ai travaillé aux archives de l'assistance publique avec des gens qui travaillaient sur les mêmes registres que moi, ils ne voyaient pas la même chose que moi, parce qu'ils cherchaient autre chose. Moi, je cherchais d'où partaient les enfants, et je travaillais en face d'un gars qui, avec les mêmes registres, je cherchais d'où ils venaient. Donc lui cherchait l'origine des pauvres, et moi je cherchais leur destination, c'est tout. Donc, c'est le secret le mieux gardé de l'Ancien Régime, et ça n'a jamais été révélé. Alors, je vais vous parler un peu des enfants et des Lumières, le grand mouvement des Lumières, parce qu'on est en plein siècle des Lumières. 1750, c'est le cœur de l'éclosion des Lumières. Donc, il y avait à cette époque-là un philanthrope, à la mode des Lumières, qui nous parle des enfants. Il s'appelait Claude Humbert Piaron de Chamousset. Alors, Diderot renvoie à lui dans l'encyclopédie à l'article hôpital, alors hôpital, ou alors Piaron de Chamousset. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, dit de lui l'un des meilleurs citoyens et les plus attentifs au bien public. Alors, si c'est Voltaire qui le dit, préparez-vous au pire, mais vous n'avez moins d'imagination que lui, vous êtes loin du compte. Et alors, la Bibliothèque nationale, aujourd'hui, le traite de philanthrope. Et Piaron de Chamousset, vous ouvrez Wikipédia, philanthrope. Alors, je vais vous expliquer la philanthropie de Chamousset, quand même. Alors, il théorise ce qu'il faut faire des enfants sous tutelle. Les enfants sous tutelle, c'est les pauvres, c'est les enfants de l'hôpital général, on est d'accord? Il théorise. Sans parents, sans soutien que celui qu'un sage gouvernement leur procure, ils ne tiennent à rien et n'ont rien à perdre. La mort pourrait-elle paraître redoutable à de pareils hommes, que rien ne semble attaché à la vie et que l'on pourrait familiariser de bonne heure avec le danger si on se destinait à en faire des soldats? C'est pas bête, ça. Hein? Il ne doit pas être difficile de faire regarder la mort et les dangers avec indifférence à des gens que l'on élèvera dans ses sentiments et qui n'en seront pas distraits par une tendresse réciproque ou par des liaisons de parenté. Vous voyez l'intérêt de couper les enfants des parents, là? Donc si on place ces enfants il faut les placer dans des familles qui ne vont pas les aimer. On les retire de leur famille qui les aime, on ne va pas les mettre dans des familles qui vont les aimer. Et il dit, n'ayant point pour eux une tendresse aveugle telle que souvent ils ont pour leurs enfants, parce que des gens qui aiment leurs enfants, c'est des aveugles, d'accord? C'est de la racaille, tout ça. On n'a pas idée d'aimer ses enfants, enfin bref. Je reprends. N'ayant pas pour eux une tendresse aveugle telle que souvent ils ont pour leurs enfants, il ne leur inspirerait pas ce désir de se conserver que chaque homme n'a peut-être que trop et qui tente à faire naître la peur ou la raison, la peur quand la raison et les principes ne le règlent pas. Donc on va faire élever les enfants sous tutelle chez des gens qui ne vont pas les aimer et qui ne vont pas leur apprendre à aimer la vie et à se conserver. Il sera entendu que les enfants de l'institution seront de préférence envoyés à la campagne et on a fait des incitations pour que les paysans les prennent pour remplacer, par exemple, au moment de la tirage de la milice, quand on allait chercher des soldats, on tirait au sort, eh bien les paysans qui auraient pris des enfants sous tutelle, si ça tombe sur leur fils, ils enverront le gars. Oh, bah c'est incitatif. Hein. C'est incitatif. Bah, on va en prendre un petit. Alors vous allez avoir des paysans qui vont être braves avec des petits, puis d'autres qui vont se conduire comme des salopards. C'est inévitable. Et c'est devenu une réalité à partir de 1761. Donc un philanthrope des Lumières, Piaron de Chamousset, vous avez compris ce que c'est qu'un philanthrope. Hein. Il théorise que les enfants sous tutelle doivent être placés dans des familles qui ne les aimeront pas. Eh bien le conseil est suivi. Le conseil est suivi, et ça fonctionne encore. Et le but de ne pas aimer les enfants, c'est d'en faire des bêtes à tuer. C'est clairement dit. Alors il a théorisé des tas de trucs aussi. Il a théorisé qu'au lieu d'aller faire du trafic avec des nègres, il n'y a qu'à revendre les nègres, revendre. Il n'a pas dit libérer. On ne va pas libérer des nègres, on les acheter. Hein, bon. Donc on va revendre les nègres et on les remplacera dans les plantations par des enfants des hôpitaux. Pas bête. C'est un philanthrope, ça. C'est un philanthrope à la mode des Lumières. Voilà. Alors la Révolution va enfoncer le clou avec le plan d'éducation de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, encensé par Robespierre. Alors Robespierre, il adorait Michel Lepelletier de Saint-Fargeau. Et il avait fait un plan d'éducation qu'il avait sur le cœur au moment où il a été transpercé. Michel Lepelletier de Saint-Fargeau est mort quelques heures avant le roi. Il a été transpercé par un type qui dit « Vous allez voter la mort du roi » et puis bon, tout ça c'est une grosse arnaque, je le raconte dans un livre, c'est encore une histoire pleine de mensonges. Toujours est-il que Michel Lepelletier de Saint-Fargeau est bel et bien mort, assassiné
mort quelques heures avant le roi, et il avait sur la poitrine, au moment où on lui a percé le flanc, un plan d'éducation que Robespierre disait être le plus beau témoignage de l'humanité. C'est un truc extraordinaire, il en tremblait, Robespierre. Alors, d'après le Pelletier de Saint-Fargeau, tous les enfants recevront le bienfait de l'institution publique durant le cours de 7 années, depuis 5 à 12 ans, école obligatoire à 5 ans. Cette portion de vie est vraiment décisive pour la formation de l'être physique et moral de l'homme. Il faut la dévouer tout entière à une surveillance de tous les jours et de tous les moments. Ainsi se formera une race renouvelée, forte, laborieuse, réglée, disciplinée, et qu'une barrière impénétrable aura séparé du contact impur des préjugés de notre espèce vieillie, c'est-à-dire le contact de leurs parents. Les pères et mères seront sanctionnés s'ils essayent de soustraire leurs enfants à l'éducation commune. Et moi, j'ai étudié, alors à la loupe, le projet de Pelletier de Saint-Fargeau, il faisait travailler les enfants de l'aube au coucher. Alors, on ne sait pas entre quelle heure et quelle heure ils apprenaient à lire, à écrire, à compter, mais ils les faisaient travailler aux champs, ils les faisaient travailler aux routes, ils les faisaient travailler dans des fabriques pour créer une nouvelle race, etc., etc. Et les pères et mères qui essayaient de soustraire leurs enfants à l'éducation commune seraient sanctionnés. Le rêve de ces gens était de couper les enfants de leurs parents. C'est toujours la même rengaine. Alors, quelques citations, puis je vais bientôt m'arrêter là. Danton a dit « Mon fils ne m'appartient pas, il est à la République ». Comme la République, c'était lui, il pouvait continuer de s'en occuper. Le 12 décembre 1793, Danton écrit « Il est temps de rétablir ce grand principe qu'on semble méconnaître, que les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. Nous avons assez fait pour les affections, devons-nous dire aux parents, nous ne vous arrachons pas vos enfants, mais vous ne pouvez les soustraire à l'influence nationale. » Alors, pour la petite histoire, toutes les écoles dans les campagnes qui ont été dirigées par ces fous-là, les parents n'envoyaient pas leurs enfants à l'école. Donc, le maître d'école faisait la classe au mur. Et pendant ce temps-là, les parents faisaient la classe dans les granges, en douce, pour leur apprendre à lire, à écrire, à compter. Ça a été épique. Le 7 mai 1794, Robespierre écrit « La patrie a seule le droit d'élever les enfants. Elle ne peut confier ce dépôt à l'orgueil des familles ni aux préjugés des particuliers, aliment éternel de l'aristocratie et d'un fédéralisme domestique qui rétrécit les âmes en les isolant. » Confiez vos enfants à Robespierre. 1er juin 1794, Bertrand Barrère, « Les enfants appartiennent à la famille générale, à la République, avant d'appartenir aux familles particulières. » Concluons, ce qui se passe aujourd'hui n'est que la continuation d'un interminable processus visant à retirer les enfants à l'influence des familles, à telle fin de les modeler à la convenance du pouvoir en place, et éventuellement à alimenter les réseaux, vous avez compris lesquels. Je vous remercie.